Eh ben, bonjour. Heu, alors aujourd'hui, on va parler d'une commande Git. Alors déjà, 1 question, qui connaît cette commande Git donc en entier avec le mode à la fin, hard? OK, donc normalement à peu près tout le monde. Qui l'a déjà utilisé? OK, à peu près tout le monde. Et qui l'a déjà utilisé, en étant, dans une situation, à peu près comme je vais vous la décrire, c'est-à-dire ça fait des heures que je suis sur une feature, un truc. Je sais très bien que je suis en train de m'embourber, j'en ai marre, je suis fatiguée. En plus, on m'interrompt pour me parler d'une autre merge request en relecture. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, je suis dans un état mental pas cool. Et en fait, bah, je finis par être en panique totale et à me dire bon bah là, je sais bien que là maintenant, il faut que je fasse un git reset hard, mais vraiment, je suis pas bien quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez déjà fait voilà, qui a déjà vécu ça globalement? C'est une situation un peu approximative, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ce talk, en fait, c'est pas un talk technique sur la commande git reset hard. C'est un talk qui vous donne une idée de comment on peut l'utiliser pour justement pas se retrouver dans cette situation. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais du coup, moi c'est ce que je fais, je l'utilise au quotidien pour éviter de me retrouver dans cette situation. Alors, je me présente, donc je m'appelle Adeline Morel, je suis développeuse full stack chez Open et ça fait bientôt 3 ans que je suis sur la même mission, donc c'est ma première mission. Je sais pas si j'ai le droit de nommer mon client, donc c'est pour ça que je l'ai pas nommé explicitement. Voilà. Donc moi, j'ai commencé directement sur un projet qui démarrait de zéro. Le seul dev qui était présent, c'était Colin. Et donc moi, j'étais la deuxième. Et après, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et direct, j'ai été baignée dans la culture craft dès le début. Donc tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est mon expérience bah, pendant ces 3 années et aussi, bah, c'est aussi sur... ça me vient aussi de l'expérience justement de ces personnes-là et de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que... Voilà. Donc dans la vie, moi, j'adore finir 4ème à Mario Kart, c'est une de mes passions. Et sinon, je fais des photos. Ça, je devais avoir 14 ans quand j'ai fait celle-là et ça, c'est des un peu plus récentes. Donc je fais tout et n'importe quoi comme photo. Voilà. Avant de vous expliquer un peu comment j'utilise Git Reset Hard pour, de manière stratégique pour éviter la situation décrite au début, déjà, on va essayer de regarder comment... Alors oui, alors attendez, j'étais en train d'anticiper trop. Déjà, quand je vais vous parler de Git Reset Hard, on va resituer un peu ce que ça fait exactement. Parce que Git Reset Hard, en fait, c'est une commande qui est composée en 2 parties. Donc il y a Git Reset, en fait, qui va juste tout simplement déplacer head. Donc on peut on peut dire à l'identifiant du commit où on veut déplacer head. Voilà, c'est juste ça Git Reset. Et après, on a 3 modes principaux. Alors je dis principaux parce qu'en fait, j'ai appris qu'il en existait d'autres, mais qui sont à peu près comme hard. Et je sais pas, franchement, je sais pas si les QR codes ils vont marcher là avec la luminosité. Donc si jamais vous avez besoin des QR codes, vous me les demanderez après. Il y aura pas de souci. Donc il y a un certain Maxime Bréhin que je connais pas du tout qui a fait un talk lui carrément sur Git Reset qui explique vraiment très en détail ce que ça fait. Voilà, c'est intéressant. Alors le mode soft déjà ce que ça fait c'est que ça va prendre ça va garder vos changements et aussi ils vont rester staged. Mixte, c'est un entre-deux. Donc soft, en fait, vous pouvez l'utiliser, par exemple, vous venez de faire un commit et vous voulez juste défaire le commit et le refaire d'une autre manière. Moi, j'en ai pas trop l'utilité. En fait, pour tout vous avouer, soft, je savais que ça existait. Mixed, je savais même pas que ça existait. C'est en écrivant le talk que j'ai découvert. Mixed, alors ça, c'est les changements redeviennent unstaged, mais vous avez encore vos changements. Et du coup, hard, donc moi, c'est vraiment de ça dont je parle. C'est le mode qui fait que c'est comme un espèce de CTRL-Z géant. Où vous perdez tout, sauf que CTRL-Z, on peut revert ça. Quand on fait un reset hard, on perd vraiment tout et il y a plus rien dans l'index. Voilà, donc quand je parlerai de Git reset hard, c'est de ça que je parle. Donc,
Comme je vous disais, déjà, on va regarder pourquoi on en arrive dans ce genre de situation. Est-ce que c'est parce qu'on est idiot? Parce que quand même, il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont levé la main, donc je pense qu'on n'est quand même pas tous idiots, il y a bien un truc. En fait, donc là, dans cette partie, je vais vous parler de biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, comme son nom l'indique, c'est un concept en sciences cognitives. Et donc moi, comme je suis pas une experte en sciences cognitives, je vous ai pris une définition que j'ai trouvée très bien de Jean-François Leny, qui lui est un expert en sciences cognitives, qui nous dit qu'un biais, donc c'est une distorsion que va subir une information, soit en entrant dans le système cognitif, soit en sortant. Donc dans le premier cas, c'est donc une sélection des informations qui va être effectuée, et dans le second cas, ça va être une sélection des réponses. Je trouvais ça intéressant parce que ça me fait un peu penser à un système informatique. Et quelque part, nos biais, en fait, ils se retrouvent justement dans notre système informatique en plus. Alors, je vais vous présenter, je reviens juste en arrière, je vais vous présenter, alors j'en ai listé 4 des biais là. En vrai, il y en a beaucoup plus. C'est des biais qui sont présents au quotidien quand on fait de la logique. Et j'ai repéré quelque chose, c'est que en général, ils viennent pas tout seuls. On a rarement un biais qui est là tout seul en train de nous embêter. Non, généralement, ils viennent s'influencer les uns les autres. Du coup, je les ai mis 2 par 2 parce que notamment, moi, j'ai remarqué qu'ils étaient là quand je fais du TDD. C'est en faisant du TDD que j'ai réussi à repérer un peu où se situaient tous ces biais cognitifs chez moi. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu ça. D'abord, le premier biais, donc c'est le biais des coûts irrécupérables qui généralement donc donne lieu à une escalade d'engagement. C'est la situation que je vous ai décrite au départ. Donc pour décrire le biais, j'ai pris cette illustration que je trouvais parlante, où on a un bateau qui est en train de couler parce qu'il y a un poids tout simplement qui tire le bateau vers le bas. Et on a un premier bonhomme qui dit il faut qu'on coupe le poids parce que sinon on va couler, sous-entendu on va mourir. Donc on comprend que voilà, la seule décision en fait logique c'est de couper le poids. Sauf que le deuxième bonhomme il répond non, on va pas faire ça parce que on a dépensé de l'argent, pour acheter ce poids. Donc il fait rentrer une information de coût passé, une information de valeur dans la logique pour prendre la décision est-ce qu'on coupe ou qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant. Et c'est là où on a le biais, donc c'est le fait de faire entrer cette information qui finalement ne devrait pas influencer le choix à faire, parce que bon, sinon on meurt, donc c'est un peu pas trop ce qu'on veut, je pense. Le deuxième biais, alors attendez, je vais trop vite. Donc ce premier biais, oui, en fait, c'est ce que je disais, c'est globalement la situation que je décrivais au début. Voilà. Le deuxième biais, en fait, il vient alimenter le premier. Le biais de l'aversion pour la perte, en fait, c'est quand on a quelque chose d'une valeur donnée, en fait, selon si c'est un gain ou une perte, en fait, on va le ressentir d'une manière vraiment différente. Si c'est une perte, on va ressentir ça beaucoup plus intensément en termes de valeur qu'on va donner à l'objet en question. On va ressentir ça beaucoup plus intensément et on va avoir du mal, du coup, à accepter de perdre quelque chose. Ce qui fait que, du coup, quand on est dans la situation que j'ai décrite au début, non seulement on est dans une escalade d'engagement, mais en plus de ça, le fait de se dire là, je vais faire un git reset hard et je vais revenir en arrière, on se dit non, je préfère quand même garder. J'ai quand même fait des trucs. Je vais garder parce que j'ai peut-être quelques tests qui passent quand même. Donc je me dis ok, ouais, ce serait plus douloureux de jeter que de garder. Qu'est-ce que j'ai dit? De jeter que de garder, voilà, le truc qui marchouille que je viens de faire. Du coup, j'ai fait un peu. On peut pas fermer la porte, non. J'ai fait un peu le comparatif entre les deux biais. Donc, le biais des coûts irrécupérables, c'est effectivement, on prend une information du passé qui n'est pas forcément pertinente pour la décision à prendre là maintenant. Et le biais de l'aversion pour la perte, c'est on va prendre une information, enfin, c'est pas vraiment une information, c'est plus un ressenti, voilà,
de ce que ça va nous faire de perdre la chose, le code, voilà. Du coup, je vais passer aux deux biais suivants parce que je vous ai déjà dit plus ou moins tout ça. Alors les deux biais suivants, donc il y a le biais de confirmation. Donc ça, c'est je pense quelque chose à propos d'un sujet, j'ai une première intuition à propos d'un sujet, et maintenant tout ce que je vais rencontrer sur ce sujet tout ce que je vais rencontrer sur ce sujet, je vais avoir tendance à préférer les informations qui viennent me dire que ok, j'avais raison, plutôt que les informations, même s'il y en a beaucoup plus, qui viennent me contredire finalement dans mon intuition. Et là, donc, c'est là où en TDD, j'ai vraiment repéré ce biais, parce que déjà, en fait, quand on ouvre son IDE en général, on a déjà un peu des idées dans la tête de ce qu'on veut faire. On est déjà un peu dans une idée d'implémentation, peut-être, avant même d'écrire le test, qui est censé juste écrire le besoin, en fait. Et ben, il est possible que dans le test, on vienne déjà commencer à l'écrire de manière à confirmer ce qu'on avait en tête. On va commencer peut-être à vouloir tester sans faire exprès des détails d'implémentation parce que déjà dans ma tête, j'ai déjà un peu l'implémentation, quoi. Alors, je sais pas si c'est du coup, c'est de l'auto-confirmation quelque part là, mais il y a aussi évidemment les autres tests qui sont à côté. S'il y a du code qui ressemble un peu à ce que j'avais en tête, je me dis ah bah oui, j'avais raison, effectivement, c'est une bonne idée de faire comme ça. Voilà, bon, ça peut être voilà la première étape du TDD. Je me dis déjà le biais il est présent. Mais aussi, du coup, quand je vais lancer mon test là que j'ai écrit et que je me suis dit, ben ouais, c'est comme ça qu'il faut faire le truc. Une fois que le test il passe au vert, du coup, grosse confirmation, gros sentiment de confirmation. Je me dis, bah ok, oui, effectivement, c'est bon, ça marche, quoi. Et après, une fois que j'arrive dans l'étape du refactoring, pour moi, en fait, c'est cette étape où on va avoir le plus la présence des biais cognitifs, parce que c'est l'étape où, en général, on prend plus de temps. Parce que je rappelle donc le cycle du TDD. La première étape, c'est mon test au début, je l'écris, il est rouge parce que j'ai pas écrit le code. Ensuite, je fais passer en fait le plus rapidement possible ce test au vert, et du coup, je me dis comme c'est le plus rapidement possible, peut-être que j'ai pas trop de biais vu que je fais pas trop longtemps de la logique. C'est moi qui pense ça, hein. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la phase de refactoring où on va dérouler de la logique plus longtemps et où du coup, il faut vraiment faire gaffe aux biais à ce moment-là, quoi. Et oula, ouais, non. Un biais qui vient aussi avec le biais de confirmation, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, donc je vous ai pris un exemple. En général, c'est utilisé par les gens qui veulent nous vendre des trucs. Ça, c'est l'encre. Donc 299 $, c'est le produit avec toutes les options. Voilà, on se dit, ouais, c'est super cher, 299 $. À côté, j'ai l'option qui, en fait, on veut me faire acheter, c'est 60 $. Ça me paraît vachement moins comparé à 299. Donc, en fait, la première information que j'ai prise, c'est 299. Et elle va biaiser toutes les autres informations que je vais rencontrer à ce sujet. Donc, ça paraît moins cher. Et en fait, donc, ce biais, pour moi, c'est celui qui arrive vraiment le plus tôt. Parce que dès qu'on est déjà dans la co-conception, en fait, où on va être dans l'espace du problème, si on commence à utiliser un certain vocabulaire technique, si on commence déjà à penser à des solutions techniques à ce moment-là, on va venir ancrer une première idée de solution. Et après, le besoin, il va peut-être évoluer, peut-être qu'on va pas développer tout de suite entre le moment où on a été dans l'espace du problème et le moment où on développe. Mais cette petite phrase, par exemple, qu'on va prononcer en disant ah c'est juste un CRUD, par exemple, ou je sais pas quoi, et ça va ancrer quelque chose qui va faire que quand on va ouvrir notre IDE plus tard, même si le besoin a évolué, même si voilà, on a un peu changé l'idée de la solution quand même depuis, on a quand même quelque part dans notre tête cette encre-là qui va rester présente et rendre beaucoup plus difficile, beaucoup plus rigide le fait de réussir à s'éloigner de cette solution. Cette phrase n'était pas très... Voilà, donc
petit point sur les 2 biais. Du coup, le biais de confirmation, donc c'est sur nos croyances et hypothèses. Le biais d'ancrage, c'est la première information qu'on a sur un sujet. Et du coup, l'impact TDD, ouais, bah, je vous l'ai dit déjà. C'est voilà, pour le biais d'ancrage, ça va rendre le design un peu plus rigide peut-être. Et je me demande aussi si l'étape vert en TDD, ça vient pas ancrer aussi la première chose qu'on va faire pour faire passer le test. Je me dis si ça se trouve aussi c'est une encre qui fait qu'après on va peut-être avoir du mal à s'en détacher. Voilà, c'est un peu des hypothèses que je fais sur mes pratiques en tout cas. Du coup, OK, ben, on a tous ces biais, c'est super, sauf que moi, dans mon quotidien, j'ai pas le temps de penser à ces biais, en fait. Comment je fais pour me rendre compte que j'ai ces biais-là? Moi, je suis le nez dans mon code, je suis en train de faire mes trucs. Comme je vous disais, il y a mon collègue qui me dit: «Bah, attends, j'ai ma MR à relire», donc je suis interrompue, en plus, pendant ce que je suis en train de faire. Enfin, il y a plein de choses dans nos quotidiens qui font qu'on n'a pas le temps, en fait, de réfléchir à ça. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'on est obligé de réfléchir à ça, si on veut vraiment apprendre à s'en défaire. On est obligé de se trouver, un espace pour réfléchir à ça. Et ça, pour pouvoir faire ça, il va falloir, réussir à se mettre dans un paradigme d'apprentissage. Et il faut pas le faire tout seul. Je pense qu'il faut que l'équipe soit OK, en fait, pour s'organiser, pour apprendre tous ensemble et hem et que tout le monde soit un peu conscient, voilà, de justement, bah, voilà, on a peut-être des biais cognitifs, quand est-ce qu'on les a? Donc je pense que c'est un truc intéressant à voir carrément, avec l'équipe. Mais pour être dans un paradigme d'apprentissage, il faut que je puisse, il faut que je puisse explorer en me sentant en sécurité aussi. Du coup, je vais faire en sorte que, quand je touche à un truc quelque part, déjà, je sais que, OK, je vais casser des trucs, mais je vais savoir où ça casse parce que j'ai des tests derrière qui vont me le dire. J'ai du feedback, en fait. Ça, c'est super important pour réussir. En fait, le fait d'avoir du feedback, d'avoir, pas tout dans ma tête, ça va me permettre justement de prendre un peu du recul et d'avoir de l'espace pour réfléchir à d'autres choses. L'espace pour réfléchir à d'autres choses, en fait, le fait de penser à propos de mes pensées, ça s'appelle faire de la métacognition. La métacognition, voilà, c'est par exemple, ah bah là, je pense que j'ai le biais de confirmation parce que voilà, je suis pas juste en train de penser à ma solution technique. Et pour ça, en fait, on peut pas le faire si notre tête elle ressemble à ça. Euh, Ça, c'est quand on est en surcharge mentale et on peut très très vite y arriver. Justement, avec ce dont je vous parlais, tout ce qui est interruption, c'est un des trucs les pires au niveau de la charge mentale. Alors, comment on fait du coup pour gérer ça avec l'équipe? Si par exemple, dans l'équipe, donc nous, c'est ce qu'on fait globalement, tout le monde livre des. Donc, on est en livraison continue. Et on essaye de livrer des unités les plus petites possibles pour que, bah, quand quelqu'un vient m'interrompre en me disant: «Bah, voilà, j'ai ma merge request en relecture», heu, ce soit OK de faire cette interruption parce que ce que je vais lâcher, en fait, c'est pas un truc trop gros qui tient dans ma tête, enfin qui tient justement plus dans ma tête tellement c'est gros. Je vais lâcher mon truc parce que, bah, par exemple, mon truc à moi, ça va être que, moi, je suis en train de remonter, les informations, du back vers le front. Voilà, moi, c'est juste ça que je suis en train de faire. Et puis mon collègue, pendant ce temps, lui, on va dire, il est sur le même sujet que moi et lui, bah, il est en train de coder, la partie du front où juste il fait la modale statique, voilà, avec des données qui sont en dur dans le front. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais ça, du coup, on est en livraison continue, ça part en prod comme ça». Non, parce qu'on fait ce qu'on appelle du feature flagging et en fait, ça permet d'activer la fonctionnalité qu'une fois qu'elle est terminée, donc de la montrer aux utilisateurs qu'une fois qu'elle est terminée. Parce que nous, comme on livre en fait, tous les jours, plusieurs fois par jour, on peut pas, s'amuser à livrer un bouton qui fait rien, les utilisateurs, ils vont dire: «C'est quoi ça?» Donc pour pouvoir se permettre de faire des petites unités de code, déjà, voilà, il y a des choses techniques à mettre en place. Si je reviens là, hem je vais reparler de cette charge mentale là, parce que j'ai pas été, dans les détails. En fait, qu'est-ce que c'est la charge mentale? Il faut savoir qu'on a 3 types de mémoire ou
je crois que c'est trois types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Et donc, la mémoire à court terme, c'est celle qui nous permet de prendre des informations. Globalement, voilà, cette méthode, elle est nommée comme ça, donc elle doit faire ça, j'imagine. Voilà, c'est une information que j'ai prise. Il y a la mémoire de travail, donc c'est ce qui me permet de manipuler un peu les choses, de faire des opérations, des calculs. Et la mémoire à long terme, c'est celle qui va me permettre d'apprendre. Donc déjà, si les 2 premières mémoires, elles sont saturées, je suis incapable d'activer ma mémoire à long terme. C'est impossible. Du coup, si toute l'équipe est comme ça, avec leur mémoire à court terme, mémoire de travail saturée, on peut jamais réussir à prendre le recul sur ce qu'on fait. Je vous parlais de découpage, il y a aussi le fait d'isoler un peu les complexités logicielles, ça peut aider. Nous, donc, sur notre projet, on est en architecture hexagonale, ce qui nous permet d'avoir le métier qui est vraiment isolé donc dans ce qu'on appelle le domaine. Et du coup, quand je fais, quand je suis en train de coder, j'arrive à me dire, là, voilà, je suis dans l'espace du problème. Là, par exemple, quand je suis en train d'écrire mon test dans mon domaine, je suis dans l'espace du problème. Quand je vais passer dans ma couche primaire, je vais être là où il va y avoir mon framework, donc peut-être qu'il va y avoir des choses un peu plus techniques. Mais en fait, si j'arrive déjà à isoler vraiment les choses, je vais avoir la place pour prendre du recul et faire de la métacognition. Quand je mets une MR en relecture aussi, si j'ai bien structuré mes tests, ça sert vraiment de documentation vivante. Et du coup, mon collègue qui vient relire ma merge request, il est capable de dire « Ok, ça parle de ça parce que ça se lit comme une documentation finalement. » Donc en fait, on s'entraide tous pour que chacun dans l'équipe ait une charge mentale la plus réduite possible. Voilà. Donc maintenant que déjà on a la capacité de prendre un peu du recul, on va voir comment maintenant, parce que c'est vrai que je vous dis que ça va parler de Git Reset Hard et je vous en parle toujours pas. Comment on fait pour utiliser pourquoi Git Reset Hard en fait? Le TDD, ça c'était juste une petite blague parce que j'ai vu ça dans un événement de jeu de société, ça m'a fait rigoler. Voilà. Sinon, alors la première chose, c'est déjà réussir à faire des petits steps. Alors, c'est pas forcément un truc facile à faire, les petits steps, parce que il faut réussir à définir c'est quoi, en fait, un petit step, justement. À quel moment c'est OK de dire « OK, là, je peux faire un commit. Et OK, là, je vais faire un git reset hard, en fait, juste pour revenir un peu en arrière. » Parce que, en fait, pour pas se retrouver dans la situation du début que je décrivais, pour que ce soit OK de faire git reset hard, en fait, il faut que ce soit sur quelque chose d'acceptable pour moi. Donc, il faut que ce soit sur des petites unités. En fait, git reset hard, faut pas le voir comme quelque chose qui nous fait revenir en arrière. C'est pas le bon terme. En fait, git reset hard, ça nous fait prendre du recul. C'est ça qu'il faut se dire. On fait un pas en arrière. OK, j'ai vu qu'il y a ça qui a cassé à tel endroit. Et du coup, il va falloir faire ça. Je fais des petits pas, je fais des git reset hard pour prendre du recul. J'ai mis une image d'un jeu vidéo parce que j'ai vu des gens jouer à ce jeu en mode coop. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un joueur qui a des drapeaux qui servent de checkpoint pour tous les joueurs. Donc en gros, le principe du jeu, c'est tu dévales une piste de ski et juste le but, c'est d'arriver en bas de la piste de ski. C'est juste ça le but, sauf que dans le jeu, tu te manges des falaises, des rochers, tout ce que tu veux voilà, pendant ta descente. Donc si tu places pas des checkpoints, tu te retrouves tout en haut de la piste. Donc t'es très frustré parce que t'as quand même... tu y étais presque, tu voyais la ligne d'arrivée, mais voilà, tu t'es retrouvé tout en haut. Donc le but, c'est de réussir à placer des drapeaux à des endroits un peu stratégiques. Là, par exemple, si je place un drapeau là, c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'il y a tout le monde qui va se casser la figure juste après le drapeau, il n'y a aucun élan. Donc voilà, c'est réussir déjà à doser où est-ce que je vais mettre mes commits. Est-ce qu'il faut en faire très très souvent? Est-ce qu'il y a des moments où il faut se dire, là, vaut mieux pas en faire un? Parce que en fait, donc quand tu meurs, hein, globalement, c'est git reset hard jusqu'au drapeau précédent. Du coup, il y a des méthodes qui existent pour carrément basées sur le fait de faire des git reset hard pour revenir en arrière. C'est la méthode Mikado. Alors, je sais pas si vous avez déjà joué au Mikado.
En gros, donc c'est un jeu où, on balance des petits bâtonnets comme ça, par terre, enfin sur une table. Moi, c'était par terre parce que mon frère, et moi, on avait des Mikado géants, donc c'était par terre et en fait, le but c'est, je crois d'en récolter le plus possible, mais en général, le plus petit, lui, ce qu'il veut, son but, c'est de récupérer celui qui est en spirale là, qui est tout en dessous. Lui, c'est son but principal. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer le Mikado en spirale et puis là, il y a tous les cousins qui font: «Ah, ah, ça a bougé, tu reposes». Voilà, donc bon, bah, c'est ça a pas fonctionné du premier coup, mais donc en fait, mon but, voilà, c'est d'avoir le Mikado, en spirale. OK, donc je fais un refactoring. Mon but, c'est je sais pas quoi, j'ai pas d'idée là qui me vient, mais je me fixe un but, je l'écris, j'essaye d'implémenter naïvement, quelque chose. Je sais que ça va péter, je sais que c'est idiot ce que je suis en train de faire, ça va péter de partout, mais j'ai des tests qui vont me dire où est-ce que ça casse. Je visualise, où ça a cassé et je dis: «OK, ça a cassé à tel endroit», je l'écris. J'écris, mon prérequis, je fais un git reset hard. En fait, là, je prends du recul, j'ai visualisé là où ça a cassé, mais mon truc, il est rouge, ça marche pas. J'ai bien vu que ça marchait pas. Donc je fais un git reset hard. J'essaye de m'attaquer au prérequis A, là. OK, je vois que maintenant ça a cassé un peu, plus haut, un peu en amont. J'ai un autre prérequis, en fait, à faire avant de pouvoir, faire ce que je voulais faire. Git reset hard, j'écris le prérequis, A1 et ben, je recommence au prérequis A1. OK, j'ai réussi à faire fonctionner le prérequis A, mais je vois que ça a encore, cassé à un autre endroit. Quand j'essaye de faire comme ça, je vois que ça a encore cassé à un autre endroit. Du coup, je vais faire pareil, je vais, écrire, voilà, prérequis B et puis petit à petit, comme ça, en avançant, je visualise vraiment les choses et ça me permet de vraiment prendre du recul sur ce que je fais et d'apprendre sur mon problème. Et ça, c'est une méthode qui est même mise en place, des fois dans des équipes. Les personnes qui ont écrit le livre, elles en parlent, je crois qu'il y a un chapitre, je sais pas si c'est un chapitre entier, mais en tout cas, ça en parle de comment on peut mettre en place ça, pour travailler en équipe sur un gros refactoring. Voilà. Et là, on va arriver chez les fous. Donc il y a plusieurs personnes qui ont eu une idée, complètement folle. Donc Ken Beck avec, les personnes qui sont là, mais je fais exprès de pas dire leur nom parce que je vais pas y arriver, je pense. Du coup, ils ont testé un truc, c'est, en fait, donc là, en haut, vous avez le workflow du TDD et en bas, vous avez le workflow qui s'appelle le TCR. En fait, donc le TCR, c'est pas forcément fait comme le TDD pour être mis en place au quotidien. Alors il y en a qui ont essayé de travailler vraiment, enfin il y en a qui travaillent en TCR, mais au final donc Xavier Detemps dans son talk, il dit que lui, il travaille en TCR avec ses équipes, mais après il montre qu'il a un peu tordu le principe pour réussir à le faire fonctionner. Donc en vrai, le TCR, c'est pas fait pour vraiment travailler avec, c'est fait pour pousser le truc un peu loin et de dire, OK, en fait, au lieu d'écrire un test et au début, je le fais péter parce que je le lance et il n'y a pas encore le code, en fait, j'écris mon test, j'écris le code que je pense, qui je pense va pouvoir faire passer ce test, et là, je lance les tests. S'ils sont verts, je commit. S'ils sont rouges, je reset. Mais alors là, je reset carrément le code et le test. Donc ça, pour moi, c'est quand je dis on est chez les fous, moi, je trouve ça horrible. Moi, j'ai déjà essayé, mais j'ai trouvé ça affreux. Donc je sais pas si je le referais, peut-être que oui. Mais l'idée, même Ken Beck, il le dit, il dit j'ai trouvé ça tellement, je détestais tellement l'idée que j'ai voulu essayer. Et en fait, le TCR, c'est un peu le petit coup de règle sur les doigts pour les écoliers qui tiennent mal leur crayon. En fait, c'est un peu pour notre biais d'aversion pour la perte, pour dire t'inquiète, tu vas perdre des trucs, mais tu vas perdre des petits trucs. Donc c'est OK parce que c'est des petits trucs quand même, mais c'est douloureux. Vraiment, moi je l'ai ressenti, j'étais pas bien quoi quand je l'avais fait. Voilà, donc je vous ai présenté un peu plusieurs méthodes pour travailler avec Git Reset Hard, pour visualiser les choses, pour prendre du recul. Du coup, ma conclusion, c'est que Git Reset Hard ne nous fait pas reculer, il nous fait prendre du recul pour avancer plus loin, plus vite, et j'ai même envie d'ajouter ensemble. Voilà. Du coup, je vous remercie.
Alors juste ça, j'ai demandé à une IA de me donner les commandes équivalentes à Git Reset Hard dans d'autres outils de versionning. Voilà. Voilà. Bah, du coup, on a 15 minutes pour les questions parce que j'ai pris le train, je pense. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Alors, je sais pas comment on fait pour les questions. Est-ce qu'il y a, ouais, il y a un micro? Ah, c'est Brice là-bas. Bonjour. Bonjour. Quand tu as un problème trop gros et que tu n'arrives pas à le découper, est-ce que tu as des moyens de le découper en sachant que tu as déjà essayé et tu ne comprends pas comment le faire? Alors, je vais- Tu as le droit de dire non. Ouais, non, mais c'est surtout, ça dépend en fait. C'est surtout ça la réponse un peu d'arnaqueuse que je vais te faire. Je pense que ça dépend vraiment enfin, du contexte. Je pense que ça m'est déjà arrivé, mais est-ce que j'ai des méthodes toutes faites pour découper Qu'est-ce qu'il me dit lui là-bas? Je sais pas, j'ai des signes au fond de la salle. Je sais pas. Voilà, je sais pas te répondre. Sur l'une de tes slides, tu parlais de métacognition, du coup, de réfléchir à tes biais cognitifs. Vu qu'on a un peu de temps, est-ce que tu pourrais creuser ce point-là? Enfin, la métacognition, du coup. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que vous prenez comment dire, du temps dédié en équipe pour évaluer vos biais? Est-ce que c'est toi Alors qui ouais, c'est vraiment réfléchis? tout des trucs. Moi, en fait, tout ce que j'ai dit dans ce talk, mon équipe sont pas du tout au courant de ce que j'ai. Enfin, en fait, là, tout le monde découvre mon talk. Globalement, il y a que moi qui connais mon talk. Donc, s'il y a des choses, notamment d'ailleurs, qui étaient un peu floues, moi, je l'ai senti en le disant. Il y a certaines transitions qui étaient un peu floues, des trucs comme ça. Demain, je serai en unconf. Si jamais il y en a qui sont en unconf, faudra pas hésiter à me faire des petits retours sur ça. Mais du coup, c'était quoi la question de base? Ouais, est-ce qu'on travaille sur ça en équipe? Bah, en fait, pas forcément, mais le truc, c'est que moi, je me dis que le craft, il répond déjà beaucoup à toutes ces problématiques-là. Et moi, je suis arrivée avec des personnes qui pratiquent déjà tout ça de manière naturelle. Donc, en fait, on n'a pas forcément cette réflexion-là. C'est plus moi, en prenant du recul, qui me suis rendu compte de ça, en fait, de me dire, bah ouais, ça, telle pratique qu'on fait, en fait, ça répond à ça. J'ai pris un peu le truc à l'envers, finalement. Voilà. OK. Mais du coup, j'avais cru comprendre qu'il y a des moments dans ta semaine où tu essayais d'analyser tes biais cognitifs Non, pour, en fait, c'est plus c'est au plus au quotidien, au fur quotidien. et à OK. mesure. Justement, l'organisation qu'on a fait que, comme on est sur des problèmes petits, bah, je suis capable de prendre du recul plus facilement, en fait. Je trouve que c'est assez facile de le faire. OK, ça marche. Voilà. Ouais, c'était pour répondre un peu à la question de la personne juste avant, et t'as dit que tu savais pas trop. Je voudrais rebondir à ton talk. Moi, j'ai utilisé la méthode Mikado sur une fonction qui faisait 3000 lignes. Et du coup, pareil, on savait pas par où le découper. Et c'est un très bon moyen pour découper tes problématiques. Et désolé. Du coup, ouais, je disais, c'est un super bon moyen pour découper ta problématique et vraiment d'avancer étape par étape. Et du coup, on faisait pareil, on avançait un bout d'une fonction, parce que 3000 lignes d'une fonctionnalité, c'est impossible. Hop, pardon, désolé. Et c'est un bon moyen de découper et vraiment avancer pas à pas et apprendre progressivement. Et après, derrière, commencer à découper des parties. Et c'est un super bon moyen pour réussir. Donc, moi, je le conseille fortement, surtout sur des problématiques que vous n'avez pas de maîtrise, quoi. Pas d'autres questions, je pense. Oui. Déjà, bravo pour ton talk. Je suis totalement en phase avec tout ce que tu as décrit, donc c'est super. Si tu avais qu'une seule pratique à mettre en place dès aujourd'hui, ça serait laquelle? Que Le je l'ai pas conseil. encore en place ou un conseil? Soit que toi, tu voudrais mettre en place, ou soit que tu conseillerais de mettre en place. S'il y avait une première chose, un premier pas à faire pour rejoindre ce que tu proposes, ça serait quoi?
Déjà, je pense que le fait des fois, sortir de notre contexte et prendre du temps, par exemple, pour faire des codings de jeu, justement, chose que là, on fait plus trop depuis quelques temps, mais que franchement, je pense qu'il faut qu'on remette en place. Je pense que ça peut permettre justement d'avoir des échanges sur ces sujets-là, parce qu'on n'est pas le nez dans les sujets du moment. Enfin, on peut prendre ce temps-là, je pense. Voilà. Encore une. Ça marche. Si les gens parlent pas, moi j'en profite. Est-ce que, le fait de pratiquer ces méthodes, tu as découvert des patterns que tu n'aurais jamais découvert? Par exemple, en utilisant, la méthode Mikado, est-ce que tu as découvert des patterns, où tu te dis: «Ah ouais, ça a une plus-value, c'est vraiment top»? J'ai envie de dire, je pense que oui, mais j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Heu, je sais pas. Je suis un peu stressée. Non, je sais pas, mais sans doute. Ouais, je sais pas. Alors, un petit conseil, je t'encourage à réessayer tes CR parce que Ouais, ça avec la méthode Mikado, c'est super et tu découvres des patterns excellents. OK. Oh purée. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que, imaginons, j'ai modifié 15 fichiers, je suis dans un état de git reset hard, mais il y a des choses que j'ai quand même envie de garder. Donc j'ai fait n'importe quoi, hein. Est-ce qu'il vaut mieux, git reset hard tout ou quand même il y a des choses qu'on peut garder et qu'il vaudrait mieux garder ou totalement tout switcher, repartir de zéro? Bah, peut-être que ça dépend, mais à mon avis, du coup, tu peux peut-être utiliser, git, reset, mixte, par exemple, ou, un des autres modes que j'ai présenté au début, que je ne connaissais pas jusqu'à l'écriture de ce talk. Voilà. OK, merci. Mais oui, des fois, je pense que oui.